Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien avec un des membres du think tank Économie Santé, Benoît Péricard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez KPMG sur le secteur santé et services publics. Alors, cette année, dans le cadre du think tank Économie Santé, nous réfléchissons sur la coordination des soins. On considère que la coordination des soins, c'est très important pour améliorer la qualité du système de soins et aussi l'efficience. Mais malheureusement, cette coordination du système de soins, ça ne marche pas. Les professionnels de santé ne travaillent pas ensemble. Alors, de votre point de vue d'expert, vous avez été aussi directeur d'agence régionale d'hospitalisation, qu'est-ce qui est le plus important? Sur l'hôpital peut-être, que vous connaissez bien. Bien sûr que l'hôpital aujourd'hui reste au centre du système de santé, peut-être un peu trop au centre d'ailleurs. Il faudrait peut-être non pas le décentrer, mais j'ai coutume de dire que dans un collier de perles, il y a une perle qui est un peu plus grosse que les autres, mais le collier n'a de valeur que si toutes les perles sont bien accrochées. Et c'est vrai qu'il faut commencer aujourd'hui par repenser, tout le monde le dit, le parcours de soins, mais c'est non seulement une nécessité pour le patient, parce qu'aujourd'hui, quand même, il a tendance à, non pas forcément à s'évader ou aller à droite à gauche, mais à ne plus savoir très bien chez qui s'adresser. Et puis, c'est une nécessité économique, parce que, comme le disent certains économistes de la santé, aujourd'hui en France, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit toujours la solution pratiquement la plus chère. Alors, il ne s'agit pas de dénigrer l'hôpital, il s'agit de remettre l'hôpital à sa juste place. Alors justement, comment faire en sorte que l'hôpital collabore plus, travaille plus avec la médecine du premier recours, qui devrait se développer, se renforcer, et puis passe plus rapidement la main aux soins de suite. C'est ça, il faut retrouver la bonne place de l'hôpital. Alors, le premier exemple, c'est naturellement aujourd'hui les urgences hospitalières qui ont pratiquement pris la place, une grande partie de la place de la médecine libérale. En 10 ans, l'exemple est frappant, enfin l'illustration est frappante. Il y a pratiquement presque 18 millions de Français aujourd'hui qui s'adressent aux urgences. Il ne s'agit pas évidemment de retourner la tendance de façon brutale, mais il s'agit... de 13 à 18 millions. 13 à 18 millions en 10 ans. De consultation. Bon, mais où va-t-on ? Où va-t-on? Alors, moi, je me souviens très bien d'un exemple d'il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, quand j'étais effectivement directeur d'agence. On avait à Saint-Nazaire fait un premier essai. On avait mis des médecins libéraux dans le même hall que les urgences hospitalières. Simplement, à l'époque, la sécurité sociale n'avait pas accordé le tiers payant aux médecins libéraux. Et naturellement, les gens faisaient un arbitrage. Certains allaient chez les médecins libéraux, mais la plupart allaient à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas avancé l'argent. Donc, il faut bien entendu, comme on dit en stratégie, il faut aligner les stratégies et il faut donc que l'hôpital et les médecins libéraux aient les mêmes logiques et les mêmes intérêts à agir ensemble. Aujourd'hui, pratiquement, ils n'ont pas intérêt à agir ensemble. Alors, c'est quoi intérêt? Quels sont les paramètres qui permettraient qu'ils aient intérêt à agir ensemble? Je crois qu'il faut changer le système de tarification des urgences. On l'a mis en place parce que justement, c'était pas tout à fait de la tarification de l'activité, c'était pas tout à fait comme de l'hospitalisation classique. On a mis un système qui fonctionne à la fois avec une partie de forfait et une partie plutôt à l'unité. Je crois qu'il faut changer cela et il faut peut-être, là, appliquer un principe qui est apparu dans la loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut plus payer les hôpitaux qui font plus d'urgences ou au contraire les inciter à diminuer les urgences? Mais diminuer les urgences, c'est pas pour... Peut-être que l'hôpital ait moins de ressources, mais c'est pour qu'il les utilise différemment, c'est-à-dire qu'il les utilise en coopération avec les médecins libéraux. Mais c'est les Français qui vont à l'hôpital. Et il y a une enquête qui vient de l'adresse qui vient de sortir disant qu'ils n'ont pas eu possibilité d'avoir un médecin en ville, dans la journée ou même le lendemain, donc ils vont à l'hôpital. Et donc, tant qu'on n'aura pas revu la permanence des soins, c'est assez complexe quand même. C'est assez complexe. D'un autre côté, tous les médecins libéraux ne sont pas sur cette longueur d'onde d'avoir en partie abandonné le terrain entièrement à l'hôpital. Certains résistent. Les maisons épaules, bon, même si ça reste encore aujourd'hui numériquement relativement faible, c'est quand même la bonne solution. C'est l'avenir. C'est l'avenir à condition, et le promoteur des maisons de santé, Pierre Dehaas, le dit très bien, à condition de ne pas faire de nouveau un bastion seul. C'est-à-dire que les maisons n'ont d'intérêt que si elles sont en lien étroit avec l'hôpital d'une part, et puis avec l'aval, c'est-à-dire le médico-social. Alors c'est renforcé, on a bien compris, les relations de l'hôpital avec la ville, l'hôpital avec le médico-social. Alors il y a un exemple qui est déploré par le comité des sages, c'est le compte-rendu d'hospitalisation. Compte-rendu d'hospitalisation, il n'est pas fait, il est mal fait, ou il arrive avec retard. Alors c'est complètement emblématique. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Ça aiderait beaucoup.
Là, je crois qu'il faut aujourd'hui, je crois que la phase de sensibilisation est passée, et il faut aller au-delà, c'est-à-dire que... Il faut faire un peu de coercition. Oui. Il faut faire un peu de coercition. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais à l'hôpital de Nancy, le président des médecins libéraux m'avait dit écoutez, on reçoit le compte-rendu en moyenne 7 semaines après que le patient soit sorti de l'hôpital, ça ne sert à rien. Bon, je l'ai revu 2 mois après, j'ai dit, vous avez vu un petit progrès? Il m'a dit, oui, j'ai vu un progrès, mais malheureusement, le patient était mort entre-temps. Bon, d'accord. C'est pas bon. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Pour des raisons, bien sûr, culturelles, pour des raisons, je crois, de coercition financière qui n'existait pas à l'époque, et je crois qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'hôpital, avec les contrats de pôle, on peut très bien avoir ces moyens d'obliger finalement les médecins hospitaliers à aller plus vite, à utiliser des moyens modernes, la dictée numérique, des choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a le problème du système d'information qui là maintenant est aux mains des ARS. On l'a vu souvent dans les colloques des Échos sur l'e-santé. Il y a quand même eu des progrès importants de fait, mais il est scandaleux d'arguer de l'incompatibilité éventuelle de systèmes d'information pour que l'information médicale n'arrive pas de l'hôpital au médecin généraliste. Donc il faut être un peu plus ferme à ce niveau-là. En aval, les soins de suite, il y a là aussi des systèmes d'information qui permettent de mieux répartir, de connaître les places cibles. Est-ce qu'on a vraiment progressé ou est-ce qu'il faut encore là aussi, pas de faire de coercition, mais faire un élan plus fort? Alors, le système de santé bouge quand même très vite parce que... bouge très vite. Pas tant que cela, mais il bouge quand même. Les soins de suite, c'est une solution pour diminuer, bien sûr, la moyenne de séjour de ce qui est le très court séjour. Mais il faut lier les soins de suite avec le médico-social, parce que le soin de suite en tant que tel n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il s'agit de personnes âgées, s'il n'y a pas une prise en charge continue du côté soit du domicile, soit éventuellement d'un EHPAD ou d'un établissement pour personnes âgées. Et puis bien sûr, du côté des personnes qui ont un handicap, pareil, il faut assurer le continuum. D'ailleurs, j'ai vu qu'on se penchait récemment au niveau ministériel sur justement ce continuum de la prise en charge des handicapés. Il faut absolument éviter toutes les ruptures, comme... si on veut faire une comparaison en termes de logistique, on essaie toujours de trouver des comparaisons pour le système de santé, mais c'est bon de les trouver. En logistique, on essaie de diminuer et de supprimer toutes les ruptures de charge, parce que c'est ça qui coûte cher et c'est ça qui crée de l'insatisfaction. C'est problème dans le système de soins. C'est ça qui pose problème dans le système de soins. Et pour vous, on va conclure là-dessus, pour vous, l'amélioration de la coordination, c'est tout à fait clé, et on va sortir une recommandation au mois de mars du think tank Économie Santé. C'est vraiment la chose qui structure un peu l'ensemble du système? C'est d'abord... en droite ligne avec quand même la stratégie nationale de santé, c'est au cœur de la stratégie, ça doit le structurer, ça doit être le guide des politiques nationales, régionales, et ça doit aussi guider les réformes tarifaires, les réformes financières qui accompagnent nécessairement ces évolutions. Merci. Merci.